Il était une fois un château aux allures féeriques surplombant l'Indre et la Loire, tellement merveilleux qu'il inspira Charles Perrault pour sa Belle au bois dormant. Érigé en place forte au Moyen Âge, il se transforme au cours des siècles pour devenir un modèle d'architecture Renaissance et plus tard une demeure de plaisance raffinée au XVIIe et XVIIIe siècle. Aux environs de l'an 1000, la Touraine est dévastée par des rivalités incessantes. Geldouin Ier édifie une place forte adossée à la fabuleuse forêt de Chinon. C'est Jean V de Beuil, compagnon de Jeanne d'Arc, dit le fléau des Anglais, qui entreprendra les premières réalisations rendant Ussé moins défensif, mais plus esthétique et plus spirituel. Commençons, à présent, la visite du château. L'entrée se situe dans la tour gauche de la façade est. L'escalier en bois a été ajouté au XIXe siècle par la comtesse de la Roche-Jacquelin, née Félicie de Duras. Amie de la duchesse du Berry, belle-fille du roi Charles X, elle participa à ses côtés à la désastreuse guerre de Vendée. Exilée en France, elle profita de ce temps pour parcourir l'Italie et acquérir de nombreux objets qu'elle put rapporter plus tard à Ussé et qui y sont toujours conservés. Nous passons à présent dans la salle des gardes, qui était l'entrée du château du XVe siècle. Elle était accessible par un pont-levis, aujourd'hui à l'emplacement d'une fenêtre. Le plafond du XVIIe siècle est peint en faux marbre selon une technique italienne de trompe-l'œil. Le château a conservé une partie de son mobilier d'origine, du Moyen Âge au XVIIIe, et abrite les collections d'objets d'art, armes orientales, ainsi que les souvenirs historiques des membres de la famille du propriétaire, le 7e duc de Blacas. La grande vitrine centrale est réservée à un thème différent chaque année. Au-dessus, la généalogie du duc de Duras, propriétaire du château en 1807.
Le cabinet oriental est l'ancienne salle de bain de l'actuel duc de Blacas, restaurée de 2021 à 2023. Sur les murs, des tableaux relatent les hauts faits de la famille Aubusson de Feuillade. Ils sont peints par Édouard-Alexandre Audier. Ils font penser à ceux de la galerie des batailles du château de Versailles, voulue par le roi Louis-Philippe. Ils servent à rappeler le passé glorieux de la famille. Le mobilier, rapporté de Syrie au XIXe siècle, est incrusté de nacre. Il se compose d'un coffre, d'une table et d'un fauteuil dit Savonarole. Dirigeons-nous, à présent, vers le salon Vauban. Il s'agit de la chapelle d'origine du château. Le marquis de Valentinet la transforma en chambre en 1670. Le maréchal de Vauban y séjourna 15 jours en automne 1695 en rentrant de Bretagne, d'où le nom de chambre de Vauban. Sa fille, Jeanne-Françoise, avait épousé Louis de Valentinet, fils du seigneur d'Ussé. Vauban viendra d'ailleurs plusieurs fois au château, et plusieurs plans de fortification y furent réalisés. Il est au demeurant l'auteur de la construction italienne et des terrasses du château, ainsi que de l'allée dite des Cavaliers. Le salon est meublé d'un magnifique cabinet italien en ébène et poirier noirci, incrusté d'ivoire, de nacre et de lapis-lazuli, datant du XVIe siècle et refermant 49 tiroirs secrets. Dans une vitrine sont exposés les portraits de la duchesse de Duras, propriétaire du château
en 1807 et de son ami François-René de Chateaubriand. La duchesse de Duras tombe follement amoureuse de lui, un amour non réciproque qu'elle refoulera toute sa vie. L'amour qu'elle ressent pour lui a une ressemblance avec celui qu'Ourika entretient avec Charles dans son livre. Chateaubriand lui donne le nom de sœur et Duras voyait sa laideur comme un obstacle à leur amour. L'auteur devient un invité fréquent du salon de Duras, donnant du même de la notoriété à la duchesse. Si son talent n'approche pas celui du grand homme, Claire de Duras connaît tout de même un grand succès avec 2 romans, Ourika et Édouard. Ils lui vaudront, en récompense, le vase en porcelaine de Sèvres, exposé lui aussi dans le salon, offert par Louis XVIII, sur lequel figure une scène du roman Ourika. Entrons dans l'ancienne cuisine. Avec sa voûte en tuffeau, sculptée en berceau, il s'agit de la plus ancienne pièce du château. La salle était autrefois le débouché d'un souterrain creusé directement dans les fondations. Aujourd'hui condamné, il débouchait au milieu de la forêt de Chinon et permettait de se sauver en cas de siège du château. Les souterrains ont plus de 1000 ans et mesuraient entre 5 et 6 km de long. Les premières chaudières à charbon du château y furent installées en 1908. Elles sont allemandes et nécessitaient une grande main-d'œuvre pour fonctionner. Pour la suite de la visite, nous passons dans la grande galerie du fond de la cour de l'aile sud. Il faut imaginer cette galerie 2 fois plus haute, avec une grande voûte et ouverte sur la cour d'honneur, qui était fermée jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Au début du XXe siècle, des petites pièces de théâtre y sont données, avec les enfants de l'école du village et du château comme acteurs. Au moment de notre visite, 5 trônes, inspirés de ceux des rois de France, sont présents dans la galerie. Les tapisseries sont de Bruxelles. Elles datent de la fin du XVIIe et présentent des scènes de la vie populaire en Flandre. Au centre de la pièce, un buste de Louis XIV d'après Bernini. L'original est au château de Versailles. Sculpteur, architecte et peintre italien baroque, artiste éminent, il fut surnommé le second Michel-Ange. Nous accédons au grand escalier. Il se situe dans l'ancien corps de logis
et remplace celui situé dans l'angle à l'extérieur, détruit à la fin du XVIe siècle. Il est dit escalier à la mansart d'après l'architecte François Mansart qui le réalise au début du XVIIe siècle. La balustrade est en fer forgé. Au pied de l'escalier, une chaise à porteur qui vient de la famille paternelle de l'actuelle duchesse de Blacas. Ce petit canon aurait été utilisé pour fêter la naissance de l'actuel duc. Les bottes de postillon, qui permettaient de protéger les jambes des roues des calèches, inspirèrent Charles Perrault dans son conte Le Petit Poucet. Perrault n'est pas le seul écrivain célèbre à avoir fréquenté Ussé. Voltaire y passa quelques mois au XVIIIe siècle et un siècle plus tard, c'est Chateaubriand qui passe par Ussé. La salle à manger fut entièrement restaurée durant l'été 2005, puis fut ouverte au public. Elle conserve ses boiseries et son carrelage d'origine de pierre et d'ardoise. Les grandes pièces d'argenterie, faites par l'orfèvre Caillé, appartenaient au premier duc de Blacas, qui fut ambassadeur de France auprès du Saint-Siège à Rome, puis à Naples. Cet ensemble a été transmis au fil des générations. Nous arrivons dans l'antichambre de la chambre du roi. Nous nous trouvons toujours dans l'ancien corps de logis, réaménagé au XVIIe siècle. Dans les grandes demeures, l'antichambre est la première salle d'un appartement. Elle permet de faire attendre ceux qui vont être reçus dans la chambre. Passons dans la chambre du roi. Cet appartement est réalisé par Mademoiselle Ducé dans les années 1770 pour son ami l'évêque de Lisieux et fut baptisé chambre de Monseigneur. Lorsque le duc de Rohan-Montbazon achète le château Ducé,
Il baptise l'appartement « Chambre du roi ». Il était pair de France et se devait d'avoir une chambre pour recevoir le roi. Le roi Louis XIV n'a jamais connu cette chambre, qui fut réalisée après son passage à UC, mais il y est à l'honneur avec ses portraits, ceux d'une de ses maîtresses et une de ses filles. Le duc de Rohan-Montbazon a conservé les tentures et meubles, ainsi que le parquet en chêne. Les soieries de Tours furent déposées et restaurées en 1995. Le mobilier Louis XVI est estampillé Louis de la Porte. Une partie a toujours son tissu d'origine, âgé de plus de 250 ans. Le dessus de lit fut réalisé avec un morceau de tissu retrouvé dans les greniers au-dessus de la chambre du roi. Nous passons en haut de l'escalier devant un grand portrait de Louis XVIII ainsi qu'une tapisserie de Beauvais du XVIIIe siècle représentant une scène mythologique. En ce deuxième étage, la chambre d'une jeune femme fut habitée au XXe siècle. Le cabinet de toilette, l'alcôve et le poêle à bois sont des signes de confort. Certains indices laissent à penser qu'elle était occupée par la petite fille de la comtesse Bertrand de Blacas qui habitait la chambre du roi. Les différents éléments de cette pièce sont des éléments retrouvés dans le château ou propriété du duc et de la duchesse, actuels propriétaires. Nous redescendons les escaliers et sortons du château pour nous diriger vers le donjon. C'est naturellement ici que serpente le chemin de ronde, agrémenté des plus belles scènes du conte de fées La Belle au bois dormant. Charles Perrault se serait inspiré de ce château pour le conte de La Belle au bois dormant. Ce conte sera repris par la suite par Walt Disney pour son film. Le château en contient une mise en scène installée le long du chemin de ronde, grâce à un ensemble de statues de cire.
Datant des ajouts architecturaux du XVe siècle, le donjon témoigne de l'héritage défensif du château d'Ussé. Sa charpente est vraiment impressionnante. Nous déambulons dans le grenier, garni de nombreux objets et de trésors du passé. En octobre 1939, le château d'Ussé est réquisitionné pour y préserver les trésors de la Bibliothèque nationale. Les premières caisses arrivent en avril 1940. Il y en a 1500 réparties entre le donjon et la chapelle. En 1941, 500 premières caisses repartent à Paris. Les autres suivront en 1942 pour laisser la place à des caisses provenant des départements du littoral qui subissent des bombardements. Jusqu'en mars 1946, Ussé abrita des trésors des bibliothèques du département de la Manche.
La seigneurie d'Ussé était puissante. Elle exerçait la justice seigneuriale qui arbitre les conflits entre les paysans et entre les paysans et le seigneur. La seigneurie d'Ussé exerce la haute, la moyenne et la basse justice, qui sont les trois formes de justice exercées sous l'Ancien Régime. Au château, la prison servait pour exercer la basse justice. Elle s'occupe des impôts, des héritages et des amendes. C'est le nôtre en personne, celui-là même qui réalisa les jardins de Versailles, qui dessina pour Ussé les remarquables jardins à la française. Dès le XVIIe siècle, une longue terrasse consolidée par Vauban domine l'Indre. Le jardinier du roi bouleverse les règles de l'horticulture et joue avec les symétries, les figures géométriques et les perspectives. À sa mise en scène des jardins, il ajoute la maîtrise des fontaines et des bassins. Les Valentinais aménagent les jardins de parterres réguliers fleuris et y font construire une belle orangerie en 1664. Des agrumes, orangers et citronniers se sont acclimatés avec succès puisqu'on peut encore en admirer aujourd'hui. Deux cèdres du Liban, offerts par Chateaubriand à la duchesse de Duras, l'auteur de Ourika, se déploient majestueusement, témoins des siècles passés. La collégiale Notre-Dame d'Ussé, ainsi baptisée en hommage à Sainte Anne, la mère de la Vierge, est en tout point conforme aux canons architecturaux de la Renaissance. On y pénètre par une porte remarquable par son élégante composition. Sous un baldaquin de pierre blanche trône une statue de Dieu le Père. Quant à la porte elle-même, en anse de panier, elle est surmontée en fronton par une coquille propre à la Renaissance.
Elle a été fondée en 1521 par Jacques d'Espinay-Chambellan de Charles VIII et de Louis XII, maître d'hôtel de la reine Anne de Bretagne, qui a acquis la terre d'Ussé auprès d'Antoine de Bueil en 1485. En 1521, Jacques d'Espinay ordonna par testament la fondation d'une collégiale proche du château, qu'édifièrent son fils Charles et son épouse Lucrèce de Pons. Au milieu du XVIIIe siècle, Monsieur de Valentinet, marquis d'Ussé, fait faire un maître-autel de pierre, tout neuf, et fait boiser le chœur de l'église, disparu de nos jours. Il fait faire tellement de réparations que la chapelle passe pour la mieux entretenue de la région. Au XIXe siècle, un projet de réfection complète des vitraux de la chapelle avait été demandé à la demande de la comtesse de la Roche-Jacquelin, propriétaire d'Ussé. Mais ce projet ne fut pas exécuté. La verrière de la baie axiale semble bien plus tardive par sa palette chromatique et son graphisme. Elle semble plus proche des productions de la fin du XIXe, voire des alentours de 1900. Les stalles du XVIe siècle, de style gothique enrichi de décors à l'italienne, sont de Jean Goujon, l'un des sculpteurs les plus importants de la Renaissance française. Pour assurer le fonctionnement du château, où vivait une nombreuse communauté jusqu'au début du siècle dernier, le château d'Ussé possédait un parc hippomobile important. Environ 8 chevaux de trot, demi-cent, étaient présents, d'où l'existence de nombreux véhicules dont certains sont exposés. Les véhicules dits tonneaux ou demi-tonneaux étaient utilisés pour les besoins journaliers du château. Les villes les plus proches, comme Chinon, Langeais ou Azel-Rideau, sont à 15 km. La pierre employée pour la construction du château et de la chapelle a été extraite sur place. Il s'agit de tuffeau blanc, qui a donné la pierre d'œuvre la plus noble. Cette pierre est exceptionnelle par les possibilités qu'elle offre. Facilité de taille, beauté, résistance au fil des siècles qu'elle traverse. Blanche et inaltérable. Les anciennes caves étaient à l'origine les carrières où l'on pratiquait l'extraction de la pierre tuffeau, que l'on taillait sur place et qui servait à la construction du château. En l'an 1530, René d'Espinay, seigneur du lieu, avait ordonné la plantation de vignes de cépage de raisin blanc Pinot de Loire. L'utilisation de ce lieu en pressoir et cave à vin date de la fin du XVIe siècle. Une importante pièce de vigne de cépage Pinot blanc se trouvait juste au-dessus des caves, au lieu-dit belvédère. Un orifice permettait de verser les raisins vendangés sur le coteau directement dans le pressoir. Les seigneurs d'Ussé offraient à leurs visiteurs le vin issu de ce noble cépage.
la famille d'Espinay, seigneur d'Ussé de 1485 à 1557, était particulièrement attaché au vignoble du domaine. Jacques d'Espinay était grand chambellan des rois Louis XI et Charles VIII. Il avait également le titre de grand échausson, chargé de veiller au service du vin auprès du roi. Une petite chapelle dédiée à Saint Vincent, patron des vignerons, se trouve à l'extrémité du couloir. Écoute, ô Saint Vincent, la prière que nous t'adressons, compagnons vignerons. Fais que pour nous, fertile soit la terre et que le cep fleurisse en bout de nos sillons. Actuellement, des compagnons tailleurs de pierre poursuivent l'œuvre de leurs ancêtres en restaurant et redonnant vie aux constructions anciennes dans la continuité harmonieuse du passé au présent. Nous espérons que cette découverte vous a plu et nous vous disons à bientôt sur notre chaîne.